Et on y va après le jingle, monsieur Brulatour, il est 13h01. Ah ben, moi je suis à la disposition des uns et des autres, y a pas Allez, de souci. c'est parti. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et dans cette 53e room, on accueille Joël Ronez de Binge Audio, tout savoir sur le label Binge Audio. Mais avant d'accueillir Joël, le petit billet acidulé de Brulatour, va-t-il être acidulé pour cette dernière room? À toi, Brulatour. Vous allez voir, j'espère que vous n'allez pas être déçus. C'est le 53e et dernier billet au moins de la saison. Après, on ne veut pas jouer les Cassandres ni les Madame Soleil, mais on verra ce qu'on fait en septembre prochain. C'est pour l'heure, pour le moment, l'instant T, c'est-à-dire celui de tirer un trait sur cette saison, donc sur Clubhouse, autour de la thématique du podcast. Alors, on vous a proposé, préparé, présenté une 50aine de rooms 3 fois par semaine, un rythme plutôt soutenu pour expliquer cette thématique qui continue à bouillonner, et puis aussi pour vous donner envie de vous lancer dans cette aventure. Alors, on ne va pas une énième fois rappeler ce que l'on disait il y a encore quelques jours, les espaces conversationnels, dont Clubhouse s'inscrira apparemment comme un des acteurs historiques. Sont des médias qui répondent à une saisonnalité, ça on l'a bien compris. Clubhouse, c'est le média de l'automne, le média de l'hiver, c'est le média du confinement, c'est le média du Covid-19. Les espaces conversationnels ressemblent de plus en plus, en ce mois de juin, à des cours de récréation. Bon, ils se désertifient de plus en plus au fil des jours. Et puis finalement, les gens ont bien raison de ne plus ou de moins accorder de temps au numérique, qui leur en prend déjà beaucoup le reste de l'année. Donc l'arrivée de l'été, c'est en ce sens une période un peu salvatrice pour se délivrer un peu de Clubhouse. Et puis les vacances, c'est une occasion pour décrocher et puis pour fuir ceux qui évoquent aussi les vacances studieuses. Vous avez toujours un individu autour de vous qui vous souhaite des vacances studieuses, ce qui est véritablement insupportable. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Donc, depuis plusieurs mois, le magazine Le Pod a donc proposé 3 rooms par semaine en direct durant 1 heure. La priorité des priorités, c'était d'aborder des sujets qui étaient intéressants, qui sont intéressants, avec des professionnels intéressants, et de ne jamais être ennuyeux. De cette aventure, Philippe, moi, je ferai 3 rapides constats. Primo, les gens ont besoin de parler, tu le disais à l'instant, incontestablement. Besoin de parler, besoin d'écouter, mais pas parce qu'il y a un mais finalement dans tout ça, et pas des moindres sur Clubhouse. Pas question de jouer la carte de la confrontation, ça je l'ai remarqué. Ici, on doit être bienveillant. Alors la bienveillance, c'est pas franchement ma tasse de thé, c'est pas non plus la meilleure arme pour convaincre les uns et les autres ou pour confronter des idées. Alors ici, la confrontation, c'est pas vraiment le genre de la maison, c'est une des limites d'ailleurs de Clubhouse. Mais si les gens ont besoin de parler et d'écouter, c'est plutôt bon signe pour la suite. Bon, le challenge de la prochaine décennie, je le répète, ce sera de parvenir à convaincre des auditeurs de plus en plus sollicités à vous accorder un peu de temps qu'il leur restera. C'est pas facile. Secondo, j'ai été agréablement surpris par le nombre de personnes qui ne sont, alors pour le coup, absolument pas du sérail de la radio ni celui de l'audio digital, qui souhaitent se lancer dans le podcast. Alors là, vraiment, ça m'a surpris. Certains ont déjà franchi le pas, d'autres sont sur le point de le faire. Il y a parfois beaucoup de naïveté et d'insouciance dans leur démarche, mais bon, ce qui est intéressant justement, c'est que ces personnes-là ne sont pas du sérail de l'audio digital et de la radio. Alors ça évite les mauvais réflexes et puis la répétitivité d'habitude dont on a tous plus ou moins soupé depuis maintenant plusieurs années. Tertio, enfin, j'en tire la conclusion que le marché va continuer à structurer. Cela prendra même fort probablement un peu plus de temps que prévu. Il y a beaucoup de podcasteurs qui arrivent sur ce marché. Alors, bon, je ne veux pas être défaitiste, mais peu y resteront. Ce sera probablement epsilonesque à l'arrivée. C'est un écrémage naturel qui se chargera probablement de la majorité. Alors, fort certainement des 3/4, j'imagine. Mais dans l'eau, gageons qu'il y aura des potentiels talents qui devraient émerger dans les prochains mois. De prochains ovnis aussi qui prendront ça et là quelque part de marché, probablement même de futures stars dont le marché français manque cruellement, il faut le redire, il faut le répéter. En effet, les célébrités du podcast permettraient peut-être de
mieux structurer le marché, surtout beaucoup plus rapidement. Bon, voilà pour ce dernier billet acidulé, ainsi qualifié par Philippe. Je ne sais pas s'il était aujourd'hui. Des billets que vous pouvez redécouvrir sur le pod.club, sur le pod.fr, me semble-t-il, sur brûlatour.fr. Puis au fil des mois, pour ma part, Philippe, j'aurais essayé de partager avec vous quelques réflexions. Vous avez compris que ma mécanique de pensée repose souvent sur ce qu'on appelle du bon sens. Si vous l'avez compris, cette mécanique de pensée, vous comprendrez ma démarche et ce qu'il y a derrière. Je rappellerai 2 choses qui me tiennent à cœur. Je l'ai souvent dit au cours de ces rooms pour terminer ce billet. D'abord, si vous vous lancez dans le podcast, ne soyez jamais ennuyeux dans votre démarche. Ça, c'est un été noir à bougie, forcément, quand on entend des trucs qui sont ennuyeux, ça fout le cafard, c'est pas génial, ça engage pas l'audience. Et puis, en termes de durabilité sur votre cursus lié au podcast, c'est pas ce qui se fait de mieux. Puis n'oubliez pas que, alors là j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé, j'ai trouvé une phrase de Confucius à laquelle j'ai pensé hier soir en me couchant. Tout grand voyage commence par un petit pas. Et c'est une phrase qui s'adresse à celles et ceux qui se lancent dans le podcast. Autrement dit, les grandes choses ont toujours de petits commencements, Philippe. Ah oui, et c'est vrai, c'est une belle chose pour commencer cette room. On accueille tout de suite Joël Ronez. Joël, on se connaît depuis déjà un certain temps, expérience radio et puis vite dans le podcast. Rapidement, est-ce que tu peux nous dresser un peu ton parcours? Et puis on va tout de suite passer à Binge Audio et à découvrir un peu ce qu'on appelle nous un label, mais qui est aussi, on en parlait avec Engel mercredi, puisqu'on était avec lui mercredi, plutôt un studio de création, de production de podcasts. Je sais pas comment tu te dénommes, si label est un bon nom. Donc je te laisse vraiment 1 minute pour faire dresser un petit historique de ton parcours. Oui, alors merci de l'invitation. Ravi de pouvoir conclure cette saison avec vous. Nous, malheureusement, elle n'est pas encore conclue cette saison. On a encore beaucoup de travail. Oui. Alors mon parcours, oui, rapidement, je sais pas. Alors je vais en rester. Disons que pour faire court, j'ai une formation littéraire, travaillé plutôt dans le numérique depuis que ça a commencé. C'est-à-dire moi je situerais ça à 95 et notamment dans la presse, pour la presse, l'audiovisuel public, ce qui m'a amené pendant une dizaine d'années, ce qui m'a amené à travailler pour la Radio France où j'ai dirigé le numérique et notamment la courte saison 2013-14, le Move. Donc je connais la radio, je dirais linéaire, hertzienne, pour avoir travaillé de l'autre côté de la console et pour avoir travaillé aussi à sa numérisation et à sa distribution et à la recherche de nouvelles formes et à mettre des caméras dans les studios et à faire des réseaux sociaux et tous ces trucs-là. Et puis en 2015, j'ai fondé Binge Audio, cofondé avec 2 associés, Gabriel Bois et Richard David Carzon, et qui est maintenant une petite boîte qui prospère, de 18 permanents. Et depuis, on a regardé l'autre jour, depuis qu'on a commencé en 2015, on a établi des fiches de paye à plus de 353 personnes différentes. C'est-à-dire qu'évidemment, on travaille comme souvent avec des intermittents, des réalisateurs, des chefs opson et des différents freelances, etc. Mais voilà, on est une petite équipe permanente d'une petite vingtaine. Voilà, aujourd'hui. Et donc, on est... alors, comment nous qualifier? On utilise en fonction des publics un terme différent, mais on va dire qu'on est avant tout un média. Donc en fait, on est un éditeur. Donc d'ailleurs, comme une radio, hein, on est éditeur radio, sauf qu'on le fait pas de manière hertzienne avec une fréquence donnée par le CSA. On le fait avec nos petites mains en prenant la place qu'on peut prendre tout seul sur les plateformes et avec cette vieille technologie rustique qu'est le RSS qui évidemment permet à tout le monde de lancer à bas coût une distribution, ce qui évidemment veut pas dire qu'il va trouver forcément un public. Ça, c'est ce qu'on s'est employé à faire depuis 2015. Donc, on est éditeur, on est producteur aussi, parce qu'en fait, on produit des contenus pour nous-mêmes, mais aussi pour des marques ou des plateformes. Et donc, on se définirait comme ça, un média, éditeur et producteur. Et organisateur et éditeur de livres. Alors, oui, on a des activités dans le boulot d'éditeur. On a une partie de nos activités qui sont en lien avec de l'événementiel, notamment les spectacles, qu'on est ravis de pouvoir reprendre,
Parce que hier soir, on faisait au Wonderland la reprise depuis octobre. On n'avait pas joué en public de À bientôt de te revoir, qui est un podcast qu'on enregistre en public, devant un public qui paye sa place pour venir. Là, on avait hier 160 personnes qui sont venues. Et puis, on organisera on a une autre édition à bientôt le 1er juillet, ou toujours à Wonderland, et le 10 juillet, on clôture la saison avec le Binge Audio Festival, où on aura 5 heures d'enregistrement, je dirais, en public, avec nos principaux podcasts, donc Camille, Kif Taras, Le Cœur sur la table, et puis à bientôt, où on fera la 100e avec des invités surprises. Voilà un peu ce qu'on fait. Donc on a de l'événementiel, évidemment, on est éditeur de livres aussi, puisqu'on on va dire qu'on décline nos marques programmes. Donc c'est-à-dire que le principe chez nous, c'est comme la radio, l'audio est gratuit, mais les produits à valeur ajoutée sont payants. Alors c'est le cas d'une newsletter qui s'appelle La Dose, qu'on a lancée en fait en novembre. On a été le premier éditeur de podcast à lancer une offre payante de contenu audio et mail, donc ça marche très bien. C'est mon associé David Carzon qui dirige ce projet. Et puis on fait des livres en papier, d'arbre en bois, qui s'achètent dans les librairies, avec un modèle original aussi où on fait des préventes. On est en pleine prévente de l'émission du livre tiré du Cœur sur la table, qui est notre podcast phare du moment, fait par Victoire Toyon, et ensuite en librairie. Donc en fait, voilà, on a 60% de nos revenus qui proviennent de la production, pour des marques et un peu pour des plateformes, 20% qui proviennent du payant avec les différentes catégories que j'ai données, et 20% de la publicité, principalement et quasiment exclusivement en sponsoring host-read, c'est-à-dire des messages lus par l'animateur, quoi. Alors, on va démarrer par le démarrage. On voit qu'il y a beaucoup d'activités, sauf que bon, ça n'a pas commencé avec tout ça d'un coup. C'est monté crescendo. Aujourd'hui, quand on est un studio de production, on est obligé d'une manière ou d'une autre de se diversifier pour arriver à ce que ça tourne, à faire tourner sa boîte, parce que la production de podcast et la publicité n'est pas encore suffisamment avancée. Est-ce que c'est une condition sine qua non, ou c'est un truc qui est venu petit à petit parce que il y avait l'opportunité? En fait, comment dirais-je, le temps révolu, le temps béni du modèle unique, avec j'ai un métier. Vous vous rappelez quand Jean-Paul Baudecroux disait il n'y a pas de métier plus rémunérateur que la radio, à part peut-être le trafic de drogue. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une activité assez simple, basée sur une activité d'éditeur financée par la pub en grande partie. Bon, et qui générait déjà de la marge. Bon, voilà. Donc c'était l'époque analogique. Voilà, mais cette époque, elle est révolue. C'est-à-dire dans toutes les industries des médias, il n'y a plus un seul modèle. C'est-à-dire que tous les modèles aujourd'hui, ils sont composites. Et donc, on n'échappe pas à la règle. C'est-à-dire que aujourd'hui, Énergie a une activité, ils font, je sais pas quoi, de la téléphonie, du spectacle, des licences, des trucs. Enfin, je veux dire, ils ont une activité composite. C'est la même chose, on va dire, à part le service public qui est financé par la redevance avec une partie complémentaire de publicité qui est de l'ordre de 6%. La plupart, en fait, des médias ne peuvent pas vivre d'une seule activité, d'une seule source de revenus. On va dire, et en plus de ça, en règle générale, on rajoute des aides publiques, que ce soit des aides à la presse, des exemptions fiscales, des taux de TVA réduits, tout ce que vous voulez. Donc en fait, nous, on est dans le podcast le seul secteur où d'ailleurs on n'a aucune aide structurelle, aucune aide à la création. Et effectivement, on fait comme les autres, c'est-à-dire qu'on se finance avec plusieurs types de revenus, et évidemment qu'en fonction de l'état, on va dire, de maturité du marché, qui n'est pas encore là, puisqu'en fait, je rappelle, l'an dernier, c'était 10% des internautes qui écoutaient du podcast natif et 26% du podcast incluant le replay. Aujourd'hui, c'est respectivement 12,1, c'est-à-dire ça fait plus 20%, et puis 31%. Donc ça continue à augmenter, mais c'est 12% du natif, 31% sur le total. Ça veut dire qu'il y a 69% de gens qui n'écoutent pas de podcast. Donc c'est pas un marché mûr, pas un marché qui est complètement initialisé. Et dans cette phase de montée en charge, il faut pouvoir avoir des fondamentaux en fait stratégiques. C'est notre cas, puisqu'en fait on a ces trois piliers que sont la production, la pub et le payant. Et puis, il faut avoir aussi un peu d'opportunisme. C'est-à-dire, de temps en temps, il faut se financer avec le marché du moment.
Il y a eu une époque où on a fait quand il n'y avait pas de pub à l'époque, ben, on faisait principalement de la prod et de la presta. On fait plus de presta, on fait de la prod et puis effectivement on travaille beaucoup pour les marques. Et puis la pub maintenant c'est important, hein, on a une personne dédiée, on a une régie, on travaille avec Acast. Et en fait le payant prend de plus en plus d'importance et en prendra davantage dans les années qui viennent. Et on aura de toute façon un modèle qui restera composite, c'est-à-dire on n'aura jamais une seule monoactivité. Aujourd'hui, dans le monde numérique, vous ne pouvez pas tenir. Vous êtes obligé d'avoir à la fois des revenus qui proviennent de vos propriétés intellectuelles, de vos licences, de vos exploitations en direct, de vos sessions de programme, de la pub que vous faites dessus, de la production pour des tiers, du brand. Enfin, je veux dire, c'est ça, on est comme tout le monde. C'était quelque chose que tu avais prévu, ça, depuis le début dans le modèle, quand tu as lancé Binge Audio? C'est-à-dire, tu t'es dit tout de suite, tu as ces 3 modèles-là et tu vas pas dire sur 3 modèles, ou c'est quelque chose que tu as construit petit à petit? Ça, c'est la question que certains peut-être se posent. D'ailleurs, j'invite ceux qui sont dans la room, si vous voulez monter sur la stage pour interagir avec nous, c'est concept de Clubhouse. On n'est pas là dans une conférence fermée. Le concept, c'est que vous montiez, que vous leviez la main et que vous veniez avec nous pour partager ce moment si vous le désirez, bien entendu. Donc, tu avais prévu pour ceux qui veulent se lancer dans une boîte de prod, et Dieu sait qu'il y en a, parce qu'on en reçoit toutes les semaines des boîtes de prod qui se lancent avec des concepts, des projets, et qui galèrent parce qu'ils n'ont que le podcast avec la pub et ils se rendent compte rapidement que c'est pas suffisant. Toi, tu l'avais tout de suite intégré dans ton business model? Alors, j'aimerais vous dire qu'on a été géniaux et omniscients et qu'on a, à travers, je dirais, notre vision stratégique complètement visionnaire, prévu tout ce qui va se passer. Bon, la réalité, c'est que ça se passe jamais comme ça. En fait, quand on a créé Binge Audio, donc, parce qu'on est 3, je rappelle, il y a David Carzon et Gabriel Bory-Charles. En fait, à différents moments, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu une étape amont, ensuite on a avancé. En fait, on avait l'intuition que il y avait de la place d'abord dans un territoire éditorial. Avant de parler de médias et d'audio, il y avait l'idée aussi que les grands médias, notamment la radio, s'adressaient de plus en plus mal aux jeunes et de moins en moins, et que y compris d'ailleurs aux vieux, puisque les vieux, il y a un gros défaut, c'est qu'il y en a de moins en moins chaque année, pour des raisons qui tiennent, je dirais, à l'absurdité de la vie. Et donc, du coup, avec des âges moyens assez élevés, quoi. C'est-à-dire que la radio est très performante, mais avec des gens qui ont 50, 55 ans. Donc, en fait, nous, on s'est dit, bon, il y a un truc à faire, parce qu'en fait, on venait tous quand même des médias ou pas loin. Il y a un truc à faire pour les gens qui en ont 30, quoi. Parce qu'en fait, voilà, c'est à la fois une intuition, c'est à la fois aussi une conviction, c'est à la fois aussi une envie, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on en avait marre aussi, ça nous faisait vieillir trop vite, quoi. Donc, on préférait travailler pour nos enfants que pour nos parents, quoi. Donc, il y a ça. Après, deuxième intuition, c'est que l'audio, c'est quand même le dernier média qui n'a pas été touché par la révolution numérique, hein, parce que bon, on a mis des caméras, on a mis des applis, mais tout ça, en fait, ça reste quand même du pipi de chat. C'est-à-dire on est encore à la phase un petit peu amont de cette affaire. On n'a pas eu encore les bouleversements qu'il y a eu on le voit dans les œuvres audiovisuelles ou dans la presse écrite, où en fait tous les formats ont explosé, et où le format, par exemple, historiquement papier, il n'a plus aucun sens, ou alors que le format de diffusion hertzienne linéaire télévisuelle non plus, c'est-à-dire qu'il est de moins en moins performant. Aujourd'hui, les consommations, les dynamiques, elles sont sur le non linéaire, sur les séries, sur les Netflix, etc. On voit encore sur les droits sportifs, Amazon a récupéré les droits, je dirais, devant Canal, donc ça dit bien la fin d'une époque. Et en fait, l'audio, ça démarrait à peine. Alors, c'est pas toujours une meilleure époque qui s'annonce, mais c'est comme ça, c'est la vie numérique, on n'y peut rien. On passe d'un monde où il y avait quelques grands acteurs à un monde où en fait vous avez une multiplicité de différents acteurs, avec des acteurs de taille mondiale qui sont les plateformes, qui s'occupent en fait qui sont des grosses places de marché et qui ont des capacités d'intervention qui sont colossales. Et nous, au milieu, en France, on est, avec notre exception culturelle, à essayer, je dirais, de faire en sorte de préserver la qualité de l'offre et le marketing de l'offre, parce qu'en fait, c'est aussi ça la radio, hein, donc il faut se rappeler. Et donc, voilà, donc en fait, il y avait la deuxième intuition, c'est que l'audio, ça allait bouger.
et qu'on voyait bien qu'à partir de 2014, on avait des grosses séries de podcasts, Serial et tout ça qui arrivaient. Et puis moi, au Move, en fait, j'ai eu l'occasion. Radio France, je me suis occupé du numérique pendant 3 ans, entre 2011 et 2014. Je voyais bien la tendance. Quand j'arrive en 2011, tout Radio France, c'est 8 millions de podcasts cumulés. Et l'offre, elle date de 2004. Quand je pars en 2014, en fait, c'est 15 millions. Donc, en fait, on a doublé. On se dit, on est des champions du monde. Aujourd'hui, ça doit être peut-être 80. Radio France, ça doit être aux alentours alors, dans le classement médiamétrie, mettons peut-être 60 millions, je ne sais plus. Puisque le classement médiamétrie complet, il doit être à 99 ou 120 millions, peut-être. Allez, bon. Donc, en fait, ça continue à progresser, mais on avait déjà une dynamique à l'époque qui partait de bas et on voyait bien que ça allait bouger. On regardait bien, et puis de toute façon, il fallait pas être un grand devin pour comprendre, voir les gens sur Netflix, sur Facebook, Instagram, Snapchat, que de toute façon, les gens allaient moins écouter la radio hertzienne. De toute façon, c'était quand même écrit. Moi, j'avais beaucoup poussé quand j'étais à Radio France pour passer au DAB, et malheureusement, les chaînes privées ont bloqué ça pendant quasiment presque une décennie. Je m'en rappelle un peu, oui. Donc du coup, elles ont bien réussi à flinguer l'affaire, ce qui fait qu'en fait, la France est le dernier à passer en fait au DAB. Et en fait, c'est trop tard maintenant, c'est déjà plié. C'est-à-dire qu'en fait, les Belges l'ont fait il y a 10 ans, les Norvégiens, ils ont maintenu en fait de la radio linéaire compétitive. Aujourd'hui, c'est fini, la FM, elle peut plus se battre. En fait, on est quand même dans un truc où on communique sur des fréquences en mégahertz et que dès que vous sortez, vous arrivez à Orléans, vous pouvez plus écouter votre poste de radio. Ça n'a plus de sens. Alors, sur le hertzien, il y a des choses qui se passent et après, on peut en effet avoir ton avis, on peut aussi avoir l'avis contraire et le fait que la radio a aussi une agilité, une capacité à pouvoir rebondir. Et d'ailleurs, on a lu avec attention ta contribution sur l'appel du pied que tu fais à la radio pour travailler avec justement la radio linéaire. Oui, non, mais après, je ne veux pas opposer les modèles, mais c'est juste que ce que je veux dire, c'est que c'est comme, si vous voulez, Libération peut continuer à exister, c'est juste que c'est pas le même que 80, et en fait, c'est la même chose pour la radio. C'est-à-dire qu'en fait, les radios vont continuer à exister, les marques éditeurs, mais en fait, leur modèle de distribution, leur format ne sera plus le même. Et les gens avec qui ils discutent, qui étaient auparavant le CSA, point, ça va être Facebook, ça va être Spotify, ça va être Amazon, ça va être Apple. Donc en fait, le CSA, derrière, ce sera le cadet de leurs soucis. Le problème ne sera plus les quotas de chansons françaises. Ça va être autre chose. Ça va être quand même comment on arrive effectivement à maintenir des taux de marge, en fait, par exemple, de Apple, qui soient un peu moins de 40%, des choses comme ça. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, cette relation directe à l'auditeur qui est super, que proposait le Herzien, tout ça, en fait, c'est terminé. En fait, il ne faut pas pleurer en disant je veux garder le monde d'avant, qu'il est beau à l'époque, le petit chemin qui est sur la noisette. Il faut se dire aussi, ça change. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans le nouveau monde où on a de l'intermédiation, où on a des plateformes, pour pouvoir continuer à proposer nos offres, pour pouvoir toucher nos publics en utilisant en fait ces différentes possibilités qu'offre le numérique. Et sans se faire piéger et sans se faire imposer en fait les lois par les plateformes elles-mêmes. Et donc, c'est en ça que je fais un appel du pied à la radio. C'est qu'en fait, c'est que la radio, pour l'instant, ils sont encore en train de dire ah, les studios de podcast, ils nous concurrencent, c'est les méchants. Et je leur dis mais vous vous trompez, les gars. Le problème qu'on va avoir, c'est pas entre Louis Média, Binge Audio et Nova ou FIP. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Le problème, il va se passer entre tous ces gens que j'ai cités, l'ensemble des gens qui produisent de l'audio, qui diffusent en linéaire ou non linéaire, et le monde numérique et les plateformes que sont Apple, Spotify, Amazon, Google. C'est ça qui va se passer. Donc c'est en ça qu'on doit être ensemble, c'est en ça qu'on doit réfléchir ensemble, même si on ne fait pas les mêmes programmes, même si en fait on ne les diffuse pas de la même manière. Par exemple là, vous diffusez sur Clubhouse, c'est une forme de radio, elle est diffusée autrement, elle a une deuxième vie ensuite en podcast. En fait, c'est de la radio. Nous, à Binge Audio, on a fait une série documentaire là, qui est sorti il y a une semaine. C'est une enquête en 2 heures, en 6 épisodes. C'est un documentaire, c'est un programme de stock. C'est de la radio. C'est un programme, en fait, qui est fait avec le même savoir-faire que France Culture. On a une émission, Les couilles sur la table, en fait, qui aurait pu être à France Inter. Ce que je veux dire, c'est on a une émission à bientôt de te revoir qui pourrait se retrouver sur Énergie. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas les mêmes formats, les mêmes modes de distribution, mais c'est quelque part le même métier. C'est-à-dire qu'en fait, on a de l'audio, on le propose, en fait, à des gens, mais effectivement, les modes de distribution ont changé. Et donc, si vous voulez, nous, pour revenir à la question initiale, parce que ça fait 20 minutes que j'ai pris la parole, c'est en fait, quand en 2015, on lance ça,
On a juste l'intuition que ça va bouger en numérique. On a l'intuition qu'il y a des trucs à faire dans un territoire plus jeune. Et on réinvente quelque part Cité Énergie, c'est ce qu'il a fait en 82. Hein, je veux dire, c'était la même chose. C'est-à-dire que sauf qu'il le faisait avec de la musique et sur un autre répertoire. Mais enfin, on réinvente jamais grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bah, les sortants sont sur un autre format. On va arriver, nous, les challengers, avec un produit différent, avec une autre audience. Et c'est ce qu'on a fait. Et après, en termes économiques, on savait que la pub serait pas là tout de suite, donc on a essayé de vivre avec ce qui nous passait sous le nez, mais on a eu aussi une démarche empirique. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est jamais écrit d'avance. C'est des fois vous dites ça, on va tenter. Des fois ça cartonne, les couilles sur la table, ça cartonne. Et des fois on va tenter, et puis ça se casse la gueule. Et on a eu nos échecs aussi, Oui, comme n'importe quelle entreprise. Des impasses, des trucs qu'on fait qui marchent pas, des trucs comme ça. Ouais, Ah ouais. oui, c'est la vie de l'entreprise classique et ça met toujours un certain temps avant d'arriver à un succès. C'est ça. Au bout de 3 ans, tu as commencé un peu à voir le bout du tunnel parce que c'est toujours compliqué de démarrer. Et puis après, il y a eu aussi cette période compliquée du On n'y est confinement jamais, qui n'a pas c'est aidé. le bout du tunnel. Ouais. Le bout du tunnel, Je sais. enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on est une structure de taille moyenne dans cette industrie, hein, on va dire, et pour le podcast, c'est une grosse taille. Mais on va dire, on est comme tous les médias. C'est-à-dire qu'en fait, on est aussi, on va dire, dans des équations qui sont complexes. Et donc, du coup, ça demande des choix, ça demande, je dirais, des investissements, etc. C'est-à-dire que rien n'est gagné. Et de la On n'est vision. pas Ouais, tiré d'affaire. et un peu de vision. Ouais. On accueille Thibaut pour une question ou pour une remarque. Thibaut, si j'ai désactivé ton micro, si tu veux le réactiver pour parler, c'est avec plaisir. Thibaut, es-tu avec nous? Non, Thibaut n'est pas avec nous. Bon, on ne t'entend pas, Thibaut. Si tu veux activer ton micro, tu peux le faire pour poser ta question. Sinon, on va Voilà, enchaîner. je suis là, pardon. Ah, voilà. Pardon, je suis là. À toi. Alors, moi, je me lance dans la production de contenu audio, plus particulièrement de fiction audio. Et ma question, elle porte un petit peu sur la partie de la fiction audio, parce que j'ai un petit peu de mal à identifier aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Alors, j'ai réussi à identifier en fiction, bien sûr, on a bien sûr des gens comme France Culture qui en produisent encore beaucoup. On va avoir d'autres studios comme Bam Bam Bam, etc., qui commencent à produire de la fiction. On a toute une partie des indépendants aussi qui sont assez présents sur ce secteur-là. Mais Cybèle voilà, aussi. Cybèle, oui, il y a Cybèle. Et puis peut-être aussi alors une grosse partie de jeunesse pour le coup qui fonctionne assez bien. Mais voilà, ma question c'était de voir un petit peu s'il pouvait y avoir un retour sur la partie de quid de la fiction, comment notamment dans le monde de la série. Il y a des choses qui se mettent en place, par exemple des applications comme Rocambole, qui pour le coup c'est de la série écrite sur téléphone. Mais un petit peu, est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a quelque chose sur la fiction où on est encore à un stade embryonnaire? En tout cas, moi, c'est l'idée un peu que j'ai. En fait, dans le marché audiovisuel, c'est-à-dire en fait des images qui bougent, des séries, et des films et de la fiction. Enfin, la fiction est un genre roi, donc c'est principalement le genre dans lequel il y a la plus grosse création de valeur et qui coûte le plus cher. Bon, dans l'audio, en fait, c'est pas un genre à part dans le service public et encore dans un format qui est quand même un poil. Enfin, je veux dire, faut écouter hein, les fictions. Moi, j'ai rien Ouais, contre, c'est un peu intellectuel, hein, des fois. alors, bon, intellectuel, je veux dire, écouter le cœur sur la table, ça l'est aussi, hein, je veux dire, c'est pas gênant, mais c'est un programme qui est accessible, qui est contemporain. Euh, le, le, la fiction, en fait, telle qu'elle est faite en radio, historiquement, elle est plutôt proche du théâtre, donc c'est à double tranchant, quoi. C'est souvent. Alors, enfin voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettriez. Comment dirais-je, vous prenez Engrenage et vous mettez des comédiens de théâtre, je pense que c'est pas ouf, quoi. Et en fait, et des dramaturges, ça marcherait pas, quoi. Ça serait un peu au RTF. Bon, et en fait, le problème de la fiction, c'est ça. C'est souvent des textes qui sont très théâtrales, avec des tragédiens qui jouent les rôles. Et du coup, c'est peu, enfin, ça parle à un public de fondus et de passionnés. Mais voilà. Et alors, France Culture ont fait des gros efforts. Ils ont adapté on dirait, textes de répertoire plus contemporains, grand public, genre Millennium. Ils ont adapté Tintin. Ils ont fait des trucs comme ça. Tintin, ça, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est Ouais, super bien fait.
c'est ça. Et puis ils ont fait aussi des trucs genre Projet Orloff et des trucs qui sont avec des nouveaux scénaristes qui sont un poil mieux et ça progresse. Mais ça reste des genres qui sont en fait qui sont dans le service public. Pourquoi? Parce que ça coûte une blinde à faire en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fiction en audiovisuel, ça marche parce que vous avez les chaînes qui commandent, vous avez le CNC et donc vous avez des aides à l'écriture, à la production, vous avez tout un système en fait qui permet de financer des œuvres chères. Quand la télé commande une fiction, France Télé commande une fiction à un producteur, en fait elle en paye que 30%. Alors que en fait, dans l'audio, vous n'avez pas de système d'aide à la création. Donc en fait, c'est à financer à 100%. Et l'heure de fiction, elle est plutôt proche en audio. On peut faire un documentaire, grosso modo, pour 10 000 euros de l'heure, hein, une bonne série. Par contre, vous ne pouvez pas faire une bonne fiction à 10 000 euros de l'heure. On est plutôt à 50, 60 000 euros de l'heure. Et donc, c'est pas dans nos économies. Donc, en fait, nous, on peut pas payer ces montants-là. Alors après, vous pouvez faire des trucs narratifs, genre des contes lus, des trucs jeunesse et tout ça. Mais en fait, si on parle de fiction, au sens, il y a un scénario original, il y a une réalisation, un montage, de la musique et des comédiens, dont c'est le métier, c'est-à-dire pas qui vont au théâtre, des comédiens qui jouent de la fiction, eh ben, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, c'est encore un peu tôt. Donc du coup, comme il y a peu d'offres, bah, il y a peu de public. Et s'il y a peu de public, il n'y a pas d'offres. Voilà, c'est un peu bon. Nous, on en a fait deux. On en a fait une pour Cybèle et puis on en a fait une aussi autour d'un projet qu'on a fait avec Universal autour de Churchill. On aime bien faire ça. On aimerait en faire davantage. Mais aujourd'hui, d'un point de vue économique, en fait, on ne sait pas faire. On sait pas faire. C'est trop cher. Oui, en et puis, fait. et puis Donc, il faut, comme tu dis, il faut qu'il y ait l'audience en face et il faut qu'il y ait donc oui, mais des abonnés qui puissent s'abonner à Cybèle pour pouvoir aller consommer ce genre de contenu. bah, on pourrait, nous, par exemple, on finance bien des programmes nous-mêmes. Donc, en fait, on pourrait financer des fictions nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, mais c'est encore, on peut financer des entretiens, on peut financer de l'enquête, du reportage, on peut financer des entretiens. Ça, en fait, c'est à notre portée. Et ça a un bon, c'est un bon compromis entre la qualité qu'on doit produire et le budget qu'on a à y consacrer, et puis ce que ça rapporte, c'est-à-dire en audience et donc en revenus. La fiction, ça demande des investissements avec des revenus qui ne sont pas suffisamment là. Donc, il faut trouver d'autres formats un peu plus modernes, différents. Il n'y a pas de format en fait. C'est-à-dire il pourrait y avoir de la place pour des trucs plus courts, des formats un peu soap, des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, nous on peut pas tout faire. Après, il faut que ça soit Donc on est concernant ravis. aussi. Je pense que le podcast a besoin de concerner l'auditeur beaucoup plus peut-être que la radio le fait. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles certains, même si bon, il y a encore des gens qui écoutent la radio, faut pas diminuer la radio pour la diminuer, mais c'est vrai qu'il faut que le podcast soit concernant et certaines fictions sont pas forcément concernantes. On a l'impression d'être dans une salle et d'écouter en effet une pièce de théâtre. Et là, des fois, c'est un peu dérangeant. Et des fois, quand on écoute par exemple la dernière fiction de Bababam que j'ai écouté, je sais pas si si certains l'ont écouté, ce que vous en pensez. Vous avez le droit de venir pour en parler, même si on va parler quand même de Binge Audio par la suite. Je suis pas transcendé par le truc et j'ai pas l'impression d'entendre un film comme une série que je regarderais sur Netflix ou sur Canal. Je trouve que c'est compliqué à faire une bonne fiction audio qui ressemble à un film à une série qu'on regarde sur une plateforme. En fait, c'est une histoire enfin, faut pas chercher, hein, c'est une histoire de moyens. Il faut pas chercher. C'est-à-dire qu'en fait, c'est avant tout question de budget et d'offres. Parce que moi, je suis pas forcément d'accord avec le fait que la fiction doit être concernante. Je veux dire, ça doit surtout enfin, c'est d'origine du cinéma et ça parle à l'émotion. Ça parle en fait, donc ça surprend, ouais, ça parle du côté émotion, c'est-à-dire que c'est pas du côté politique, etc. Donc, du coup, il faut être capable de susciter l'émotion. Et c'est du narratif, donc faut être capable, et donc ça obéit à un savoir-faire. Et c'est un savoir-faire qui est très recherché, hein, les bons scénaristes, hein, je veux dire. Et c'est pas d'ailleurs l'endroit en France où on est le meilleur, hein. Enfin, je veux dire, il n'y a qu'à voir Lupin, bon, c'est compliqué quand même. Et alors, c'est une production anglaise en plus, je suis un peu méchant. Mais effectivement,
c'est compliqué. Et il y a eu des trucs ambitieux, hein. Nouvelles Écoutes a fait une série avec des auteurs de cinéma. Effectivement, vous avez cité Bababam, ça. Il y a des trucs qui vont se faire. Il y a des trucs qui se feront. Et franchement, à part en jeunesse, si quelqu'un se lance dans le podcast aujourd'hui en disant je vais vivre de la fiction, eh ben, bon courage. Moi, c'est pas moi qui le ferai. Ouais, c'est ça. C'est un peu complexe. Très bien, merci. Merci pour ta question, Thibaut. Si vous avez, bien entendu, si vous voulez interagir et monter pour poser vos questions, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, le pourcentage alors, on va pas te demander ton chiffre d'affaires et exactement, mais en gros, proportionnellement, on a demandé la même chose à Engel. Comment ça se passe avec les podcasts de marque, le pourcentage, est-ce que tu es à 50%? Qu'est-ce qui rapporte le plus aujourd'hui quand on est un producteur audio? Alors, tu fais beaucoup de choses, tu fais de l'événementiel, tu fais de l'édition de livres, tu fais donc du podcast pour... alors, t'es pas encore à vendre un podcast 60 millions d'euros comme on a vu il y a pas longtemps, mais c'est quoi qui aujourd'hui rapporte le plus et qui représente le plus gros de ton chiffre d'affaires? Alors, En gros, en fourchette, hein. bon, le gros en chiffre d'affaires, c'est la production pour les marques. Pour les marques, c'est ça qui rapporte vraiment de l'argent. Eh ben, oui. Sinon, oui, parce qu'on le ferait pas pour le plaisir non plus. Oui. C'est-à-dire, on aime bien, on adore nos annonceurs, mais bon, voilà. Non, ça rapporte. Comment En fait, ça rapporte. C'est ça qui dégage de la marge et du chiffre d'affaires qui nous permet de financer nos programmes. Majoritairement, c'est ça, mais ça suffirait pas, évidemment. Donc, c'est 60% de nos revenus, la production. D'accord. Là-dedans, on a de la marque blanche un peu, du brand, et puis de la cession de droit ou de la production pour des plateformes comme Deezer, Spotify, etc. Qui achètent des programmes exclusifs et les mettent Ouais. en Deezer Originals. Ouais, mais c'est un marché un peu compliqué, pas très lisible, avec des plateformes qui changent un peu, dont on comprend pas bien leur intérêt et qui ont des demandes qui fluctuent, voilà, qui font appel à quelques studios pour de l'achat de droits, de trucs, mais on est dans un rapport économique qui est quand même un peu compliqué. C'est Tendu. pas comme dans Ouais, la c'est prod tendu. audiovisuelle où vous avez des producteurs télé, des diffuseurs, et tout ça, ça marche en bonne intelligence et chacun gagne sa vie. En fait, tant que vous n'avez pas de crédit d'impôt et d'aide à la création, c'est un secteur, la production audiovisuelle, qui est compliqué, en fait, parce que il faut que le diffuseur finance à 100%, or il veut jamais le faire, donc du coup, on fait des programmes qui sont vendus à un tarif moindre que ce que ça coûte, et donc ça, voilà, c'est compliqué. C'est-à-dire que la marge, en fait, dans la télé des producteurs, c'est le crédit d'impôt. Donc, en fait, si vous n'avez pas ça, c'est compliqué, en fait, à faire en son, quoi. Bon, donc ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, hein, d'ailleurs, hein, avec parce qu'on a monté un syndicat de producteurs que je préside, on travaille sur ces sujets, etc. Alors justement, Après, on en parlera tout à l'heure. La pub, c'est 20% et ça progresse et c'est le format le plus scalable, même si, comme on fait du sponsoring, c'est aussi beaucoup de labeur en production, quoi. Et enfin, après, le payant aussi, qui est un format scalable et qui est un format qu'on pousse et qu'on va pousser de plus en plus, puisque outre la dose, on a nos produits d'édition et effectivement, voilà. Alors, une question complètement technique cette fois. Comment on fait quand on est un producteur par rapport à toutes les plateformes qui existent? On n'en utilise qu'une ou tu héberges toi-même? Comment tu fonctionnes avec tous tes podcasts? Ou ça dépend du projet? Comment tu choisis les plateformes d'hébergement et Alors, nous, la diffusion? on est chez Acast. On est chez Acast qui 100%, héberge nos 100% contenus. de tout. Ouais, non, parce qu'en fait, bon, mettons, je simplifie, mais grosso modo, on est chez Acast. Acast, en fait, héberge nos contenus et on a un accord de revenu sharing puisque, en fait, ils commercialisent des espaces chez nous et ils fournissent la solution logistique de diffusion des pubs. Et voilà, principalement. Nous, on vend, mettons, la moitié des pubs en direct et eux, ils vendent l'autre moitié, quoi. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ça. Et après, on est en multidistribution, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une plateforme où on peut écouter du son, on est dessus, quoi.
Et donc, tu peux, avec Acast, aussi choisir si tu veux avoir un podcast qui est exclusif en abonnement sur Apple, tu peux le générer avec eux, en fait, directement. Alors, récemment, Apple a proposé un système qui permet de proposer en fait une offre payante et donc du coup qui suppose de hoster le contenu chez eux. Ce qu'on a fait, par exemple, on a une chaîne à 4,99 par mois dans laquelle vous avez la dose audio et vous avez les programmes de Binge Audio sans la publicité. Et ce qui effectivement suppose de hoster les contenus chez eux. C'est ce qu'on fait. Chez Apple. Chez Apple. D'accord. En fait, si vous voulez, la bataille des plateformes dans les mois qui vont venir, c'est pas compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont rendus compte que le RSS était bien parce qu'ils n'avaient rien à payer, mais du coup, ça rapportait rien. Et en fait, ils n'avaient pas la possibilité de faire de l'exclusif et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles proposent aux gens, aux créateurs, c'est-à-dire nous, de hoster. Mais elles ne les proposent pas en disant, allez-y, hostez chez moi. Voilà, elles proposent des services qui amènent les gens à trouver intéressant de hoster chez eux. Donc, on va passer d'un système où on hostait à un seul endroit, qui était le format RSS avant, à un système où on va hoster en fait sur Acast, on va hoster sur Apple, on va probablement hoster sur Spotify un jour, on va hoster sur YouTube, on le fait déjà, et où en fait on va encoder le même programme au moins 5 ou 6 fois pour différents usages en fonction de votre bundle, quoi. Et ça, en fait, la bataille des plateformes, c'est de se mettre dans un intermédiaire entre vous et les auditeurs. C'est pas compliqué. Donc, en fait, avant, le RSS leur permettait de le faire. Maintenant, ça suffit plus. Eh ben, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous disent, tenez, vous pouvez vendre tel service à votre auditeur, mais du coup, ça suppose que vous mettiez le contenu chez moi. Et à ce moment-là, ils hostent. Et c'est vrai que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, nous, ils nous amènent une force de distribution, parce qu'en fait, le tunnel d'achat dans Apple Podcast, il est super facile, il est bien. Allô, allô. Allô. Est-ce que tu m'entends? Ouais, j'entends. Excuse-moi. Oui, donc il est super facile. Excuse-moi, ça a coupé. Ouais. Tu m'entends? Oui. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Voilà. Ok. Est-ce que alors on va parler un peu pour terminer cette room tranquillement de PIA, du syndicat et de ce que vous mettez en place et ce que vous faites. C'est un syndicat qui compte déjà un certain nombre de membres, qui a 2 ans si je ne me trompe, ou que c'est ça? Oui, en fait ça a 2 ans en fait, c'est ça, un peu plus d'1 an, mettons ça, faisons court, ça a 2 ans. Qui a été monté par l'ensemble des producteurs en fait et qui vise en fait à regrouper nos forces pour d'une part travailler aussi à mettre en place un référentiel commun en matière contractuelle, notamment dans nos rapports avec les auteurs et avec les plateformes, et aussi se saisir d'une question principale que j'avais déjà citée, qui est la question des aides à la création. C'est-à-dire le fait de pouvoir disposer de moyens de financement de la création pour les projets en fait de stock, c'est-à-dire fiction, documentaire notamment. Voilà un petit peu la raison de la création de ce syndicat qui regroupe une vingtaine en fait aujourd'hui de membres et donc qui travaillent dans ces différents secteurs que sont la question contractuelle sociale. On participe aux discussions sur, par exemple, la convention collective de la radio. On travaille aussi avec le gouvernement sur la question de l'aide à la création, le rapport qu'ils ont fait sur ça. On s'implique dans la formation, on va dire aussi des auteurs et les liens interprofessionnels avec sociétés de gestion collective, etc., quoi. Ouais. Donc, et puis ça structure aussi l'industrie. Hein. C'est ça qui est important, c'est qu'il y ait des syndicats, qu'il y ait des mesures. Pour parler un peu rapidement de la mesure d'audience, je pense que vous faites partie aussi des travaux qui sont en cours entre la CPM, Médiamétrie et cette mesure commune qu'on attend tous. Idéalement, c'est ce qu'il faudrait. C'est vraiment la capacité d'avoir cette audience portée qui nous permettrait de savoir qui écoute quoi, que ce soit un podcast, un replay, du linéaire, du podcast joué sur du linéaire, de la web radio, et qu'on sache vraiment à la fin de la journée qui écoute quoi, avec la capacité à faire des panels représentatifs. C'est vraiment ça qu'on attend, et tu penses qu'on arrivera à faire ça? Si tu veux...
la radio linéaire, le mode de mesure, c'est le Moyen-Âge. C'est-à-dire, en fait, c'est le truc où on appelle des gens au téléphone pour sonder leurs souvenirs, pour se rappeler ce qu'ils ont écouté. Ouais, j'ai été appelé une Bon, fois. ouais, t'as eu de la chance. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'est ça, et c'est encore ça, hein, tous les 2 mois, c'est là où on dit c'est super, on est les meilleurs, on est les premiers sur tel segment. Donc ça, imagine, hein, on est en 2021, on en est encore là, hein. Donc et on va pas passer du jour au lendemain de ça à un truc de l'autre côté où on mesure toutes les datas, si tu veux, dans tous les sens. Mais c'est vrai que ce qui contribue à rendre la radio obsolète, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle n'est pas capable de faire face en fait à sa mesure. Et par exemple là sur la mesure, nous on est les PIA, on est très impliqués sur la mesure ACPM parce que effectivement il nous faut une mesure marché. Si vous n'avez pas de mesure, il n'y a pas de business. Donc on s'est vachement impliqué, on est membre, on a fait les travaux techniques. On a un fenêtrage, par exemple, qui est qui va passer à 5 minutes. C'est-à-dire qu'en fait, pardon, à 24 heures, je dis l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, si tu viens 2 fois dans le programme dans 24 heures, Ouais, c'est c'est compté ça. qu'une fois, Hmm. etc. Donc on travaille. De l'autre côté, vous avez médiamétrie, donc la radio. Non seulement, effectivement, ils mesurent le hertzien avec des sondages téléphoniques, ridicules, mais de l'autre côté, en fait, quand ils mesurent leur podcast, ils mesurent 3 fois le même programme. Puisqu'en fait, quand vous annoncez, par exemple, 8 millions pour l'afterfoot, vous avez l'afterfoot intégral, vous avez l'afterfoot, en fait, en découpage des différentes chroniques qu'il y a à l'intérieur, et en plus, qui sont donc du coup dans le même flux RSS, et vous avez un deuxième flux qui reprend les extraits, et tout ça, en fait, ça fait donc 3 fois le même contenu, si vous prenez les chroniques, et tout ça, c'est concaténé dans une seule mesure, sous la marque, en fait, du programme, par exemple, Planète Foot. Donc en fait, c'est pareil sur le service public, etc. Et donc là, aujourd'hui, on est quand même quelque part d'un côté avec les acteurs historiques qui maintiennent un type de mesure de mauvaise foi et qui est donc du coup, de mon point de vue, arriéré et qui n'utilisent pas les possibilités technologiques. Et de l'autre côté, des petits acteurs numériques qui, par contre, du coup, mesurent dans le consensus, déjà ce qu'on peut mesurer, c'est-à-dire du download, mais pas grand-chose aussi, parce que de l'autre côté, elles n'ont pas accès en fait aux stats qui sont donnés par les plateformes. Et donc les plateformes nous donnent, Spotify nous dit voilà, tiens, je te donne le minute, le seconde à la seconde pour mon périmètre. Apple te donne aussi, mais tu peux pas certifier ce truc-là. Tu sais pas derrière qui c'est, etc. Tu n'as pas forcément, tu n'as pas de regroupement en fait de ces différents trucs. Aujourd'hui, on pourrait avoir des stats qui seront très performantes, mais il faudrait que l'ensemble du secteur essaie de travailler, et pas le secteur divisé, travaille à demander aux plateformes en fait des comptes pour pouvoir avoir des données, au moins à l'échelle du marché qui soient un peu bonnes, et puis après à l'échelle des offres elles-mêmes et à l'échelle des éditeurs. Mais c'est un truc qui va prendre un peu de temps. On peut tout mesurer techniquement, hein. C'est juste que, en fait, au stade où on en est, le RSS ne le permettait pas. Alors, c'est quand même intéressant. C'est un paradoxe. Le RSS, c'est une technologie qui est un dinosaure, en fait. C'est un truc qui n'a pas de sens à l'époque d'Instagram et de Snapchat. C'est complètement con. C'est un fichier texte dans lequel, en fait, on va chercher un programme. Et du coup, c'est tellement rustique que ça marche bien. Mais du coup, la contrepartie, c'est que vous savez pas, c'est pas lié à un profil. Et ce système de distribution, il est bientôt terminé parce que justement, si vous voulez faire en fait de la valeur ajoutée, si vous voulez la commercialiser, il faut de la data. Et en fait, le RSS ne délivre pas de data. C'est donc tout ça va passer sur des plateformes. Et en fait, les calculs d'apothicaire, si vous voulez, des éditeurs radio dans Médiamétrie et les sondages téléphoniques, tout ça, en fait, pour moi, enfin, c'est les années 50, quoi. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'à un moment donné, ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils se disent, bon les gars, allez, on va arrêter ces conneries, on se met direct sur en fait la question des plateformes, quelle data on peut avoir, qu'est-ce qu'on demande et qu'est-ce qu'on essaie de mesurer de manière un peu à l'ensemble du marché. Ça a été fait. Les éditeurs, par exemple, de presse, aujourd'hui, qui sont dans Nielsen, NetRatings, dans l'OJD, tout ça, l'ont fait. Ils ont des pratiques dans lesquelles vous mesurez la radio, la télé, la presse, les éditeurs indés, la PQR, tout le monde est mesuré pareil. Il y a des datas de bonne facture, on sait à peu près tout. Enfin voilà, c'est quand même pas mal fait. Mais parce qu'il y a une responsabilité globale et que les gens, en fait, se sont dit, bon, si on n'a pas de data, on ne pourra pas faire notre travail. Aujourd'hui, il faudra quand même qu'on s'occupe de ça, quoi. C'est-à-dire que, ouais.
Ouais. Alors ça, c'est clair que c'est un des gros problèmes. Il y a bien entendu le watermarking qui se met en place techniquement partout, puisqu'il y a des solutions qui sont maintenant installées chez tous les serveurs. Encore faut-il après analyser les Vous savez datas. comme moi que personne n'en veut chez les éditeurs. Donc de toute façon, je veux dire, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, les gros éditeurs sortants, ils veulent pas lâcher. Moi, j'ai vu comment ça se passe, même y compris chez Nielsen, Médiamétrie pour la partie site-centric, enfin user-centric. En fait, les gens, ils veulent bien moderniser la mesure à partir du moment où, à la fin, ils ont la même audience qu'avant. Donc, ça peut pas marcher. Non, mais c'est ça. Et puis, et bien entendu, c'est aussi eux qui financent Médiamétrie et 126 000, bien entendu. Donc, ils en font partie et c'est compliqué de changer la donne, et surtout quand on y perd. Et que c'est ça qui met en place le modèle économique de la publicité à la radio. Sans cette étude Médiamétrie, c'est compliqué de monétiser ces publicités. Bon, après, on va laisser ça de côté pour accueillir peut-être la dernière question, si quelqu'un veut réagir, dire bonjour ou dire au revoir, parce que c'est notre dernière room de la saison, et c'est vrai que c'était très agréable de pouvoir discuter avec toi, Joël, de tout ce qui se passe. Alors, ton festival, si on le rappelle, il a lieu en juillet. Comment est-ce qu'on peut y participer? Comment est-ce qu'on peut, si on est intéressé, alors déjà, nous on est intéressé avec le pod, hein, si tu veux qu'on distribue un magazine du dernier numéro, avec plaisir. On pourra en reparler en dehors de cette room, mais c'est voilà, les gens qui veulent y assister, comment ça se passe? C'est où Ils vont, c'est à Wonderland, qui est donc en fait un espace de restauration, de loisirs et de spectacles, ferme urbaine, éco-solidaire, tout ce que vous voulez, qui est installé sur une friche de la SNCF, qui se trouve le long de la petite ceinture cours de Vincennes. À l'arrêt du tram 3B, au terminus du tram 3B, à côté du lycée Hélène Boucher, pour être plus précis. Et en fait, là, il y a plein de trucs, c'est super. Il y a une capacité sur site de 1000 personnes. Vous pouvez venir avec vos enfants, prendre une bouteille de rosé, une pizza, et vous pouvez rester la journée. Et en fait, là, on fait le samedi 10 juillet. Ils ont un grand espace, il y a 600 places. Et ben, on peut acheter son billet. C'est 25 € en pré-vente et 30 € après. Et vous avez accès à 6 heures d'enregistrement, avec tous nos podcasts principaux, Le Cœur sur la table, La Centième d'A bientôt, Camille, et puis Kif Taras. Et donc voilà, et la billetterie est ouverte. Il faut aller sur le site de Wonderland ou sur notre site. Vous allez trouver ça sur nos réseaux sociaux. Et on sera super content de voir nos auditeurs, nos auditrices, parce que ça nous avait manqué. Ça fait depuis octobre qu'on fait les trucs dans notre studio, on fait des Twitch et tout ça, et en fait, on aime bien. C'est quand même notre métier, c'est quand même aussi de voir des gens, de discuter, de parler et de boire des coups, parce que c'est quand même ça le principal. Eh oui, complètement. Et puis nous, on est aussi très content de pouvoir distribuer notre petit magazine à nouveau, parce que on ne pouvait plus le faire depuis un certain temps. Et le digital, c'est bien, mais le physique, ça a aussi ses avantages. Bah écoute, merci. On va bien entendu en parler dans le pod. Je sais pas si tu as fait un communiqué, mais je pense que, je sais pas si Brûlatour en a déjà parlé du festival. Alors moi j'apprends la nouvelle, mais qui est aussi une très bonne nouvelle pour le mois de juillet, un mois dans lequel il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà. Bah oui. Mais si tout le monde se rattrape, là, c'est parti. Les gens, ils veulent du spectacle, ils veulent des apéros, ils veulent de la radio, ils veulent des contenus, ils veulent voir des choses, ils veulent discuter. Et donc voilà. Donc on vous envoie le petit fax du communiqué de presse. Exactement. Ouais. Voilà. Tu nous envoies ça, et puis pneumatique. Si on a la possibilité de t'envoyer aussi des petits exemplaires du pod pour tes visiteurs payants qui viennent, on est tout à fait partant pour le faire. Donc écoutez, merci en tout cas pour cette room. Ceux qui sont avec nous pour cette dernière, je vous invite quand même à cliquer sur la petite maison verte, la petite maison dans la prairie, si vous voulez adhérer et rejoindre notre club Le Pod. Vous cliquez simplement sur la petite maison verte, ceux qui ne suivent pas encore, pour nous rejoindre et être alertés des prochaines rooms de la rentrée. On en fera une par semaine si tout se passe bien, parce qu'on veut continuer sur Clubhouse. On a eu vraiment beaucoup de très beaux échanges et de très belles rencontres, et on a véritablement envie de continuer. Et on a Catherine qui vient nous dire un petit mot de fin pour nous saluer. Salut Catherine. Salut Philippe. Non, un petit merci
un petit bravo et un petit, on espère de vous revoir à la rentrée aussi dynamique que cette année. Voilà, c'était super. Bravo, merci à tous les deux. C'était très chouette. On a appris plein de choses. Eh ben, écoute, on est, c'est tout, c'est aussi, on est aussi très très heureux d'avoir pu partager toutes ces heures ensemble et avoir pris un peu de temps, parce que c'est ça aussi qui est agréable dans Clubhouse, c'est le temps qu'on prend avec vous et à discuter. Et puis Joël, on se voit souvent sur les salons, on se croise et on n'a pas le temps vraiment de se parler. C'est ça aussi qui est agréable dans ces petits échanges et dans cette social audio qui a eu un haut, qui a un peu des bas et qui va se stabiliser avec toutes les offres qui vont sortir. En tout cas, nous, on aime bien Clubhouse, on aime bien le concept, on aime bien le fait que les gens soient véritablement ceux qu'ils disent être et pas des anonymes. Donc on continuera sur cette plateforme. Merci de votre invitation. Ciao. Merci Joël, bon courage. À très bientôt, jingle de fin. Merci, et Joël. on retrouvera cet enregistrement sur lepod.fr dans la partie Nos podcasts pendant tout l'été. Allez, et puis bonnes vacances d'été surtout. Hein. Et voilà, bonnes vacances à tous. Et si vous voulez un exemplaire du magazine papier Le Pod qui vient de sortir, vous allez sur www.lepod.club. Vous nous laissez vos coordonnées en bas dans le formulaire et on vous envoie par la poste. Mais oui, l'exemplaire gratuitement, simplement parce que vous êtes sur Clubhouse. C'est formidable. Ouais, c'est exceptionnel. Allez, merci, ciao, bye. Salut, ciao. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.